Dans l'épisode précédent, on a vu comment Paris s'est retrouvé à départager les trois bombasses de l'Olympe et qu'il a choisi Aphrodite, qui lui a promis en retour d'être aimé par la femme la plus belle du monde. Voilà, alors vous avez compris que ça sentait mauvais puisque la femme la plus belle du monde, dans l'épisode précédent de l'épisode précédent, elle a choisi son mari et elle a épousé Ménélas. Donc elle est déjà prise. Évidemment, vous comprenez que quand Paris va passer par là, qui va rencontrer Hélène, et ça va être le love at first sight, ça va être le love, le grand amour, etc. C'est-à-dire qu'à peine leurs regards vont se croiser, qu'ils vont tomber fous amoureux l'un de l'autre. Et du coup, est-ce que ce que Paris trouve de mieux à faire, c'est de ramener la gazelle chez lui. Donc, voilà, qu'il enlève Hélène et qu'il l'amène en Grèce. Donc, on en a un qui se retrouve en Grèce, tout seul, tout cocu, et en plus, il n'était pas marié avec une espèce de mégère, il était marié avec une femme sublime, et du coup, c'est le drame, évidemment. Donc, on l'a vu, les Grecs avaient prévu le coup, et ils avaient dit, s'il se passe quoi que ce soit, s'il arrive quoi que ce soit à Hélène ou à celui qu'elle a choisi, eh bien, nous ferons une coalition. Et nous, les Grecs, nous nous mettrons tous ensemble pour combattre celui qui aura fait ce crime. C'est ce qui se passe. Et du coup, on a les personnages qu'on a vus tout à l'heure, dont on va rappeler un petit peu le nom et le rôle, qui vont vouloir partir à Troie. Alors, qui est-ce qu'on a ? On a d'abord, je vais parler d'Achille. Achille, c'est le plus grand combattant. C'est le guerrier le plus fort. Et voilà, s'il va au combat, tout le monde le suit. S'il ne va pas au combat, c'est un peu la catastrophe. Il est venu avec son fiston, qui s'appelle Néoptolème, et qu'on retrouvera sous la plume de Racine, simplement sous son surnom, en fait, désigné par son surnom, qui est Pyrrhus. Alors son surnom, c'est lié à la racine grecque, qui a donné les pyromanes, etc. C'est le feu. Donc en fait, on l'appelle Pyrrhus parce qu'il a une très jolie couleur de cheveux, celle-là. Il est roux, donc il est somptueusement roukmout. Et du coup, son surnom, c'est poils de carotte, quoi. C'est tête de feu, c'est Pyrrhus. Donc on a Achille avec son fils Néoptolème Pyrrhus, donc soit l'un soit l'autre, c'est la même personne. Et il est venu aussi accompagné de quelqu'un qu'il aime tendrement, qui est un homme. C'est son grand ami, c'est aussi son cousin. Et il aurait, alors ça c'est un ragot, il aurait des sentiments plus forts que simplement ceux de cousin, quoique ça n'empêche rien, pour cette personne, c'est Patrocle. Donc Achille est venu avec son fils Néoptolème et son cousin meilleur ami pour qui il a des sentiments doux et tendres, qui s'appelle Patrocle. Voilà. Ensuite, on a Ulysse. Ulysse, on l'a vu, il est connu pour sa ruse, son intelligence, et c'est lui qui a eu l'idée de la coalition. Et on le verra, mais attention là, c'est big spoiler. Big spoiler, ce sera Ulysse qui aura l'idée du cheval de Troie qui clôturera en fait la guerre de Troie, mais pas l'Iliade, puisque l'Iliade est consacrée à la guerre de Troie et se termine avant l'épisode du cheval de Troie, puisque l'Odyssée, ça vient du mot Ulysse, du nom d'Ulysse, donc ça raconte l'histoire d'Ulysse, et on lui a rendu l'honneur du cheval de Troie qui est raconté dans l'Odyssée. Voilà, donc on a Ulysse, et on a Agamemnon. Agamemnon, en fait, c'est un petit peu le chef de la coalition, si on veut, c'est le roi des rois, donc il est de la lignée des Atrides, donc je ferai un tuto mythologique spécialement consacré à cette famille maudite. Et donc Agamemnon, c'est le frère de Ménélas, et c'est à peu près le chef, quoi. Il se comporte un petit peu comme un chef. Voilà. Alors donc on a Ménélas, donc qui est tout seul, qui est tout seul et tout cocu, et la coalition grecque qui décide de partir rejoindre les rives troyennes
puisque de l'autre côté, on a les Troyens. Donc les Troyens, je vous le rappelle, on a le roi qui s'appelle Priam, qui est un roi qui est un roi âgé et extrêmement respecté. Il a 50 filles, fils, etc., dont 2 qui nous intéressent ici, dont on a parlé pour l'histoire de la pomme. C'est Hector et Paris. Hector, je caricature, mais en gros, c'est l'équivalent d'Achille du côté troyen. C'est pour ça qu'il y aura un affrontement des machines de guerre, quoi, des grands guerriers dans l'Iliade, un combat somptueux et terrifiant. Et donc, on a Achille et... pardon, n'importe quoi. On a Hector et on a aussi Paris. Donc, Paris qui file le parfait amour avec la femme qu'il a soufflé à Ménélas. La très belle, la très somptueuse Hélène. Donc, en ce moment, il est en train de grimper au rideau et de passer les plus belles nuits de sa vie. Bon, donc voilà les personnages en présence. Donc, Grecs veulent aller à Troie. Et donc, Agamemnon prépare son bateau, prépare son armée. Il est tout en armes, il est somptueux. Et puis en fait, il monte à bord de son bateau. Il est tout prêt à aller combattre à Troie. Il dit allons-y, c'est parti. Et il ne se passe rien. Mais alors, rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le vent ne souffle pas, donc son bateau reste bêtement au port. Donc, je suppose que Agamemnon est un petit peu gêné, surtout il doit être extraordinairement vexé. Et du coup, il sort de son bateau et il va régler ses comptes avec l'oracle en lui disant Oracle, qu'est-ce que je dois faire pour que le vent souffle, quoi? Fais quelque chose. Et l'oracle lui dit mais mon cher Agamemnon, c'est très simple. Tu vois ta petite fille chérie qui s'appelle Iphigénie? Eh bien, tu vas la sacrifier. Alors derrière, il y a toute une histoire de divinité, évidemment. Elle n'a pas juste envie de faire n'importe quoi, l'oracle, là, parce que vu ce qu'elle propose à tout le monde, on le verra avec les Atrides et Égistes, ça peut faire... ça peut surprendre, mais elle a des raisons que les humains ignorent. Enfin, d'ailleurs, c'est pas les siennes, celles des dieux. Enfin bref. Et donc, elle dit à Agamemnon de sacrifier sa fille Iphigénie. Pas de problème, dit Agamemnon. Il embrouille sa fille et en fait, il va jusqu'au point où il la sacrifie. En fait, elle sera sauvée par Artémis. C'est pour les âmes sensibles, pas de problème. Iphigénie est sauvée. Voilà. Donc, il a sacrifié sa fille, même si elle a été sauvée. Et du coup, le vent souffle. Par un raccourci logique étonnant. Et du coup, les Achéens, donc les Grecs, peuvent aller à Troie. Donc ils vont à Troie. Et en fait, là, à partir de là, ce que je vais suivre, c'est l'Iliade. Alors l'Iliade, donc l'œuvre racontée par Homère et transcrite. L'Iliade commence au moment où les Grecs sont sur les rives de Troie depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, la guerre n'a pas été remportée, quoi. Donc, ils sont là depuis 10 ans. Note pour plus tard, donc l'Iliade, c'est sur 10 ans. Enfin, ça raconte, les Grecs sont là depuis 10 ans. Ça s'étend sur plusieurs jours. Et après, l'Odyssée, ça va être encore 10 ans. Donc, on parlera pas ici, on ne fera qu'une brève parenthèse sur l'histoire des tromperies et autres coucheries qu'on reproche beaucoup, qui rend souvent amusante l'étude du monde grec. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur des périodes de 10 à 20 ans. Donc la fidélité sur 2 semaines de vacances à Tahiti, c'est faisable. Ne parlons pas de l'île de la Tentation, parenthèse. Voilà, donc c'est faisable. 10 ans, c'est déjà un petit peu plus rude. Je fais un petit clin d'œil à Clytemnestre qui s'est occupé avec Égiste pendant ce temps-là. Et ce qui fait que je le raconterai dans le tuto des Atrides, mais Agamemnon, quand il rentre de la guerre de Troie, les deux, ils ont pris leurs petites habitudes, quoi. Égiste et Clytemnestre, donc Clytemnestre, la femme d'Agamemnon, et son amant Égiste, ils sont cool, quoi. Ils ont pris, voilà, ils savent ce qu'ils prennent au petit déjeuner, ils sont habitués l'un à l'autre, quoi. L'autre arrive vraiment comme un cheveu, bon, un gros cheveu, un cheveu légitime, mais un cheveu sur la soupe quand même. Je ferme la parenthèse. Non, je la ferme pas tout à fait parce que j'ai une pensée émue pour notre petite Pénélope. On m'a dit qu'elle a été très sage. Gardez à l'esprit. Pénélope, 20 ans d'abstinence. 20 ans. Pas 2 mois. Pas 6 mois. 20 ans. Je ferme la parenthèse, sinon je vais
je peux continuer des heures là-dessus. Passons. Donc, ça fait 10 ans que les Grecs sont à Troie et qu'il n'y a rien de décisif qui leur permet d'arriver à leur fin et de rentrer chez eux. Et en fait, le premier récit qu'il y a donc, parce que c'est des chants en fait, dans l'Iliade, c'est le récit de Agamemnon qui a avec lui une petite nana qu'il a prise pour s'occuper sur les rivages troyens et qu'il aime bien. Et en fait, il y a la peste qui s'est abattue sur les Grecs. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une peste, c'est un peu mauvais signe. Ça veut dire que vous avez fait quelque chose qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et qu'il faut rectifier le tir. C'est ce qui va arriver dans la merveilleuse histoire d'Oedipe, où en fait, ceux qui ont lu la pièce de Sophocle, l'Oedipe roi, Oedipe va se pencher sur son propre cas, enfin va découvrir le poteau rose sur son propre cas, quand la peste se sera abattue sur Thèbes, parce que le meurtre de Laios n'aura pas été élucidé. En fait, Laios, c'est lui-même qui l'a tué. Et du coup, il faut que Oedipe fasse le cheminement psychologique de reconnaître que c'est lui qui a tué son père. Et que donc, là, la jolie femme mûre avec qui il est en train de s'ébattre, et à qui il a fait 4 gosses aussi, notons-le, n'est autre que sa propre maman. Voilà, alors je continue avec la guerre de Troie. Donc Agamemnon a raflé une jolie petite zouzette et il est très content de son sort, mais la peste est là. Et en fait, la peste est là, on demande au devin, et la peste est là parce que cette fille est la fille d'un prêtre et qu'il faut que Agamemnon rende cette fille. Et là, il se passe quelque chose de très surprenant pour un chef et un espèce de roi des rois qui est censé quand même avoir une certaine tenue. Il dit ok, je rends ma zouze, mais si moi je rends ma zouze, je prends celle de Achille pour m'occuper. Et Achille il fait quoi? Mais j'ai rien demandé. Moi j'ai rien demandé, je suis avec ma petite copine, parce que lui aussi il a raflé une zouze. Je suis avec ma petite copine, on s'adore, on file le parfait amour sur le rivage de Troie, on s'ennuie, c'est le siège, c'est la guerre, etc. C'est mon seul brin d'amour avec mon cousin Patrocle dans ce monde de brutes, et tu veux me l'enlever? Mais c'est super injuste, et c'est super injuste, on est d'accord. Et Agamemnon continue à faire son boss et dit ouais, je te prends ta copine, si je rends ma copine, je te prends la tienne. Donc Achille est estomaqué. Et il dit ah ouais, c'est comme ça. Et il part faire la gueule dans sa tente et il part faire du boudin quoi. Il veut plus entendre parler de personne et il va faire la gueule dans sa tente. Ce qui est dommage parce que en fait, comme on l'a dit, Achille c'est le plus grand combattant des Grecs. Et donc si Achille ne combat pas, l'ardeur au combat c'est pas vraiment ça du côté grec. Bon, alors. Ça c'est la première scène. Donc Achille ne combat pas, bon je vous passe le détail etc. Et à un moment pour inciter au combat, Patrocle prend les armes, c'est des armes qui ont des pouvoirs, un rayonnement spécifique quoi. Il prend les armes de son cousin Achille et il va avec les armes d'Achille sur le champ de bataille inciter les Grecs au combat. Et en fait, les Grecs suivent, quoi. Ils suivent les armes de Achille, quelque part. Et le problème, c'est que comme Patrocle est habillé en Achille, c'est une opportunité extraordinaire pour les Troyens de se débarrasser de celui qu'ils croient être Achille. Et en fait, Patrocle se fait déglinguer. Donc Patrocle se fait déglinguer par Hector. Et il incombe aux Grecs la délicate mission d'aller dire à Achille qui fait la gueule que non seulement il a dû céder sa petite zouzette chérie à Agamemnon, mais qu'en plus son autre soutien masculin mais tendre aussi en ce bas monde, celui qui enlève un petit peu de la brutalité de ses sanglantes journées, même si Achille combat pas, on est quand même dans des circonstances pas très fun, que celui-là, son confident, cet être cher à son cœur, il vient de se faire déglinguer par Hector.
Donc, dure journée, et donc les Grecs vont apprendre la nouvelle à Achille, et Achille, vous vous en doutez, il ne prend pas la nouvelle avec beaucoup de philosophie, et donc il retourne au combat avec l'idée que s'il croise, ne serait-ce qu'une seconde, s'il entrevoit Hector, il va lui mettre mais la misère, quoi. Donc voilà dans quel état d'esprit est Achille. Bon, entre-temps, il se rabiboche avec Agamemnon. Et ça, j'adore parce que Agamemnon lui dit, allez, bon, je te rends ta copine, va. Tu l'as bien mérité. Et l'autre le regarde d'un air suspect parce qu'évidemment, ça fait quelques jours que qu'Agamemnon est parti avec la jolie gazelle. Et du coup, il se demande si elle est encore fraîche, quoi, si l'autre l'a pas trop usée, entre guillemets, pour ne pas mettre des mots plus concrets sur la chose. Et l'autre lui dit non, elle est intacte, je n'y ai pas touché, vas-y, reprends-la. Évidemment, la condition féminine à l'époque, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Pareil, parenthèse que je ferme, celle de la condition féminine dans l'Iliade. Bon. Donc, Achille retourne au combat et il va affronter Hector dans un combat terrible et qui donne lieu à un passage épique assez somptueux. Et donc, il massacre Hector et il ne s'arrête pas là parce qu'il a, voilà, comme on dit, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Et du coup, il ramène Hector chez lui et il se décide de se venger. Et donc, chaque matin, à la fraîche, il attache Hector à son char et il lui fait faire plusieurs fois le tour du tombeau de Patrocle. Voilà, donc il faut visualiser la scène, hein. Donc âme sensible, ne le faites pas. Donc il faut visualiser la scène. Achille sur son char, cocotte, tchouk tchouk, petit coup de fouet, et là derrière Hector comme ça, qui mord la poussière au sens propre, quoi. C'est pas drôle du tout, pardon, je m'excuse, c'est pas... Voilà, pardon, je visualise comme ça, mais c'est pas drôle en fait, c'est même absolument gore, quoi. Et donc il fait comme ça plusieurs fois le tour du tombeau pendant, je crois, 11 jours. Enfin, chaque matin sur 11 jours. Bon. Donc, voilà, notre Achille bien content de s'être vengé. Cependant, Achille a une petite spécificité, à savoir que sa mère a voulu, comme toutes les mères, le protéger de tous les dangers qui le menaçaient, et donc le protéger de la mort. Si je pouvais le faire, je le ferais à ma chère petite fille à couette blonde. Ce serait une merveille. Et en fait, elle prend son petit Achille quand il est tout petit, et elle va le plonger dans les eaux du Styx. Donc le Styx, c'est un fleuve dont les yeux sont... C'est un fleuve dont les eaux sont mortelles. Donc si elle le trempe et qu'elle le lâche, plouf, Achille a re-quick. Donc Achille serait mort. Mais du coup, elle se dit, sur le principe du vaccin, si je le prends, plouf, et que je le plonge, je laisse à peine infuser, et il va, sur le principe du vaccin, donc, côtoyer la mort sans en être atteint, et donc être rendu immortel. Très bien, ça marche, impeccable. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que elle l'attrape par le talon pour le faire infuser 2 secondes. Et du coup, il va avoir à chaque fois, là où sa mère l'a pincé, elle l'a pas pincé méchamment, mais l'endroit par où sa mère le tenait, qui va être sensible, mortel, quoi. Enfin, qui va le rendre vulnérable et mortel. Et donc, il faut viser juste pour tuer Achille, mais si on vise juste, on peut y arriver. Et la deuxième chose, c'est que la guerre de Troie n'est pas qu'une guerre d'hommes, évidemment. Les dieux y occupent une part extrêmement importante. Je vous donne un exemple tout simple. Comme Paris a choisi entre Héra, Athéna et Aphrodite, et qu'il a choisi Aphrodite et qu'il est troyen, Aphrodite va être du côté des Troyens. Et donc elle va faire ces différentes actions pour que les Grecs perdent et que les Troyens gagnent. A l'inverse, Athéna et Héra, qui ont été éconduites, malgré les beaux cadeaux qu'elles avaient promis à Paris s'ils votaient pour elles, comme évidemment elles sont très humaines au fond de leur âme et qu'on les a pas élues Miss Olympe, elles sont toutes vexées et donc elles vont œuvrer à la victoire des Grecs
et à l'échec des Troyens. Et donc tout ça manigance et joue une guerre, en fait, c'est l'image de la transcendance, en fait, vous avez une guerre sur Terre qui renvoie jusqu'à des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus impénétrables, beaucoup plus, beaucoup plus immenses, quoi. Donc, il y a ce deuxième aspect-là, et donc en fait, un des dieux qui protège les Troyens et qui veut donc en fait que les Grecs perdent, par l'entremise de Paris, donc en manipulant un peu Paris, parviennent à faire décocher une flèche à Paris dans le point vulnérable, le talon d'Achille, d'Achille, donc dans le talon d'Achille. Voilà, donc Achille meurt et c'est terrible, quoi. Donc on a les deux principaux acteurs, enfin les deux principaux guerriers, Hector du côté troyen et Achille du côté grec, qui sont morts. Ensuite, alors comment va se terminer la guerre? Parce que là, si vous calculez bien, on est à un partout. Et comment va se terminer la guerre? Eh bien, en fait, qui appelle-t-on quand on est dans une situation inextricable? On fait appel à Ulysse, bien sûr, pensez-y plus souvent. Et donc, les Grecs font appel à Ulysse, consultent Ulysse, et Ulysse a l'idée de ce qui deviendra le cheval de Troie. Et en fait, la scène, attention, suspense, la scène se passe comme ça. En fait, les Troyens voient au loin les bateaux quitter la côte, et ils voient que les Grecs, les guerriers grecs, ont littéralement levé le camp, enlevé leur camp. Et donc ils se disent, ils rentrent chez eux, on aurait gagné, c'est quand même formidable, on a gagné, bravo, etc. Et en fait, ils voient devant les portes de la ville un immense cheval de bois. Alors, très beau, majestueux, etc. Et bon, là, je passe un petit peu, donc ça donne une scène un petit peu surréaliste. Genre, oh, le beau cheval de Troie. Et si nous le faisions rentrer pour orner la place centrale de notre ville, ça va être magnifique, etc. Très décoratif. Et donc, il faut rentrer le cheval. Et en fait, vous connaissez l'épisode, mais à la nuit tombée, on entend un sourd craquement venir de la bête. Et les guerriers grecs qui se sont cachés à l'intérieur du cheval de Troie sortent, jaillissent du ventre de la bête et vont attaquer Troie. Et l'attaque de Troie qu'on retrouve dans Andromaque, quand elle parle de la nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle, en fait elle décrit les actions de Pyrrhus, donc Pyrrhus Néoptolème, le fils d'Achille, qui en fait reprend un petit peu le rôle paternel, quoi. Il incite au combat, etc. Et donc elle dit, figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous nos frères morts se frayant un passage, et de sang tout couvert, incitant au carnage. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, dans la flamme étouffée, sous le fer expirant. Donc elle explique par là que vu la scène à laquelle elle a assisté, peins-toi dans ses horreurs, Andromaque est perdu, elle n'a pas très envie d'épouser Pyrrhus. Donc, mais là on est chez Homère, et chez Homère c'est de l'épopée, donc même l'épopée sanglante a une grandeur, quoi. Et donc Pyrrhus prend ce rôle de destructeur de Troie, et c'est lui par exemple qui va arracher l'enfant d'Hector et d'Andromaque à Andromaque, le petit Astyanax, et lui faire mesurer, comme on dit, mesurer la hauteur des murailles de Troie. C'est-à-dire qu'en gros, il balance le bébé du haut des murailles. Là encore, c'est pas drôle du tout et j'aurais pas dû rire. Voilà. Et en fait, on va voir dans le tuto sur Racine et la récupération du mythe, le réinvestissement du mythe, on va voir comment en fait Racine réanime, selon une tradition vraiment minime, il réanime Astyanax pour créer vraiment un nœud tragique à l'action. Voilà, donc les guerriers grecs du cheval de Troie sortent du cheval de Troie. Et c'est le sac de Troie, ils font tout brûler, ils passent tout le monde au fil à la lame, quoi, à l'épée. Et les autres Grecs qui étaient en fait cachés reviennent, les portes de Troie ont été ouvertes, et voilà. Et donc Troie se fait un petit peu rayer de la carte.
Et en fait, après la suite, on l'aura, la suite des aventures des Troyens, on l'aura dans l'Énéide de Virgile, donc avec la fondation d'une nouvelle Troie. Voilà, mais ça, je pense qu'on on a encore le temps de s'y consacrer. Donc voilà pour la fin de la guerre de Troie. Les Grecs ont gagné. Hélène est ramenée par la peau des fesses. Et c'est à nouveau la paix dans le monde grec. Voilà, la suite au prochain épisode.